Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro du débat du dimanche. Nous recevons Baba Dakono, juriste, chercheur, Youssouf Yago, politologue, Alexis Kalambri du journal Les Échos, Etienne Fakaba Sissoko, professeur d'université. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Premier sujet de ce débat, le président américain Barack Obama a achevé sa visite en Afrique de l'Est. Première étape, le Kenya, puis l'Éthiopie, où devant l'Union africaine, le chef de la Maison-Blanche a rappelé ce qu'il a toujours dit à ses homologues africains. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais des institutions fortes. Je vous propose d'écouter Barack Obama. La sécurité et la paix sont également essentielles. En Angola, au Mozambique, en Angola, au Sierra Leone, nous avons vu des conflits se terminer, des pays se reconstruire, mais de la Somalie au Mali, à la Tunisie, le terrorisme continue à frapper des civils innocents. Sous la bannière de la religion, mais des centaines de millions de musulmans savent que l'islam signifie la paix. Et Al-Qaïda, ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab doivent être appelés meurtriers, car c'est ce qu'ils sont. Il n'y a pas d'autre mot pour les désigner. Face à ces menaces, l'Union africaine a fait preuve de leadership avec sa force en Somalie, grâce à laquelle Al-Shabaab contrôle un territoire moindre. En Afrique centrale, l'Union africaine a lancé des missions qui continuent à dégrader les capacités de l'armée de résistance du Seigneur. Ailleurs, l'Union africaine a contribué à réduire la brutalité de Boko Haram. L'Afrique agit donc contre la terreur et les conflits, et sachez que les États-Unis sont à vos côtés. Les États-Unis soutiennent les efforts de renforcement des opérations de maintien de la paix de l'Union africaine. Etienne Sissoko, au-delà de cet étalage des mots dont souffre le continent africain, est-ce que le président américain Barack Obama n'est pas en train de réitérer ce qu'il a toujours dit à ses pairs africains? S'il y a autant de problèmes en Afrique, c'est parce qu'il y a la mauvaise gouvernance. Non, dans cette visite-là, moi je me pose énormément de questions parce que en réalité, Barack Obama fait des discours qu'on a déjà entendus et des discours qui ont fait leur preuve. Lorsqu'il vient vanter, par exemple, des institutions fortes, lorsqu'il vient vanter les valeurs de l'alternance politique, on lui rappelle ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé également en Tunisie, où l'alternance a conduit au chaos. Aujourd'hui, on fait du respect de mandats constitutionnels, on fait du respect de ces mandats-là une fin en soi. Il est clair qu'il faut respecter les institutions, il faut respecter. Mais lorsque on voit que la stabilité d'une nation est en cause, que la stabilité de toute une région est en cause, il faut réfléchir à deux fois. Il vend également des valeurs aujourd'hui qui ne sont pas les nôtres. Je l'ai toujours dit depuis fort longtemps que la question de l'homosexualité aujourd'hui, parler de ces questions-là en Afrique aujourd'hui, c'est se méprendre totalement sur les défis auxquels l'Afrique fait face. Nous sommes en proie au terrorisme. Il décrit le terrorisme, il décrit ceux qui sont responsables du terrorisme, mais nous, on le sait déjà. Aujourd'hui, ce qui est important, qu'est-ce que les États-Unis, en matière de coopération, peuvent faire concrètement pour aider l'Afrique à se sortir de cela. Et dernier point pour terminer, au niveau de l'Union africaine, lorsqu'il reconnaît que l'Union africaine a fait un excellent travail, je dis non. Aujourd'hui, le défi sécuritaire, le défi de la lutte contre les terroristes échappe totalement à l'Union africaine et à toutes ces entités-là. Mais est-ce que ce n'est pas des paroles d'encouragement pour dire aux chefs d'État africains qu'ils pouvaient faire plus? On a besoin de mesures, pas de paroles d'encouragement. Oui, mais Baba Dakono, on a vu, contrairement à ce que disait Etienne aussi, les Américains sont sur le continent africain, ils ont entrepris des formations contre les terroristes il y a bien longtemps avec certains États. Mais alors, est-ce que là, il n'est pas en train de soutenir vraiment la lutte contre le terrorisme en Afrique?
possible, hein, mais bon, déjà il faut rappeler que Barack Obama a une autre vision de la lutte contre le terrorisme qu'il a toujours considéré comme une procédure et on ne lutte pas contre ça avec des armes. Hein. Mais bon, pour un peu partir de ce qu'Etienne disait, c'est qu'au-delà du déjà entendu du discours de Barack Obama, c'est que c'était un discours quand même très très optimiste, quand même reluisant de la situation africaine, qui est quand même, ce que nous on voit, différent du vécu. Par rapport à son optimisme sur l'Afrique qui bouge, on s'interroge, oui, l'Afrique bouge, mais dans quel sens? Pour reprendre à partir de la question des institutions, qu'il disait, oui, des institutions fortes, mais déjà, les Africains, il faut qu'on fasse le débat sur quel type d'institutions on veut aujourd'hui. Quelles seront les institutions qui seront adaptées aux réalités africaines et qui pourront répondre efficacement aux besoins des Africains. On parle de l'alternance, mais même si tu prends l'alternance, si l'alternance doit servir, parce qu'aujourd'hui, le discours qui est à la mode, hein, c'est le discours de la croissance des inégalités, et même quand tu prends ça, même l'alternance sert dans une large mesure à la croissance des inégalités. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les nouveaux dirigeants, les nouvelles élites politiques qui émergent, se servent de nouveaux riches aussi qui émergent, dont le seul objectif est de blanchir l'argent pour ces élites politiques qui ont émergé. Si c'est à ça que l'alternance doit servir, il faut vraiment qu'on se pose des questions. Donc j'ai trouvé quand même le discours très très optimiste et très reluisant par rapport à la réalité aujourd'hui qui existe, la réalité qui est celle des Alexis Kalambri. Dans le contexte d'abord, c'est-à-dire les Américains, je l'ai toujours dit, sont des amis des jours heureux. Souvent, les Européens peuvent agir par idéalisme, mais rarement les Américains, qui sont très nombrilistes. Hein. Chaque fois qu'ils interviennent, c'est d'abord par rapport aux intérêts de l'Amérique, par rapport à leurs propres intérêts. Sinon, quand la crise... Est-ce que cette différence de méthode politique n'est pas due au fait que les Américains n'ont pas eu de colonies en Afrique, contrairement aux Occidentaux, mais qui interviennent souvent par paternalisme? Les États-Unis ont été colonies. Ils auraient dû être plus proches et comprendre mieux la situation des colonisés ayant passé par cet état. Mais on ne le découvre pas. Avant la crise malienne, les GIs sont restés longtemps au nord du Mali. Ça n'a rien empêché. Et quand on avait besoin d'eux, ils sont partis. Donc le discours, effectivement, n'avait rien de nouveau. Le voyage n'a rien apporté de nouveau à ce qu'il avait dit depuis longtemps. Donc, à la fin, on se demande, c'est vrai qu'il a beaucoup parlé sécurité business, mais concrètement, qu'est-ce qu'il a amené de nouveau? Est-ce qu'il avait juste besoin pour son album de faire ce tour-là? On se demande pourquoi. Monsieur Yago? Moi, je pense que je ne veux pas aller dans le même sens que mes prédécesseurs, dans la mesure où je pense qu'au début de son mandat, les États-Unis de Barack Obama avaient un peu délaissé l'Afrique pour aller en Asie du Sud-Est, où ils voulaient contrecarrer un peu la Chine. Et finalement, ils se sont rendus compte que l'Afrique était un pôle de croissance également, qu'il fallait revenir en Afrique. Donc la Chine a pris le dessus, donc il faut revenir en Afrique pour augmenter un peu leur présence et établir des relations qui n'ont pas pu être établies à l'avance. Mais il n'y a pas eu de gros contrats quand même. Non. Mais c'est pas l'objectif, c'était pas de contrat. L'objectif, c'était de renouer et de faire un peu un bilan de la politique américaine sous Barack Obama. Donc le côté visible, c'était le côté sécuritaire, politique, droits de l'homme, mais le côté caché, c'était surtout mieux s'implanter en Afrique. Non, Alexis, allez-y. Non, ça ne tient pas trop parce que si vous voyez, je l'ai dit la dernière fois, Barack Obama, ses prédécesseurs ont plus fait. Les relations économiques Amérique-Afrique ont vraiment d'abord été boostées par l'AGOA et ensuite par le Millennium Challenge. Mais lui, il n'a rien apporté de nouveau dans ces domaines-là. Ensuite, si vous voyez, la Chine est très combattue en Afrique par le système financier international, d'abord parce qu'ils accusent les Chinois d'abord d'encourager l'endettement de l'Afrique et en plus de concurrence déloyale parce que officiellement, eux, ils tiennent compte d'autres contextes qui ne sont
peut-être pas économiques, des questions de droits de l'homme dans les relations dont les Chinois ne tiennent pas compte, mais à proprement parler, toute personne n'en tient compte au finish. Donc, je pense qu'il n'a pas dit tout ce pourquoi il est venu. Exactement. Absolument. Allez-y, Étienne. Là où je ne suis pas du tout d'accord avec Yago, c'est quand il reconnaît que c'est des intérêts derrière cette visite et qu'en même temps, ces intérêts ne se concrétisent par absolument rien de concret. Alexis l'a rappelé, l'AGOA, le Millennium Challenge sont des marques de fabrique des États-Unis. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Barack Obama propose aux Africains en termes de modèle, par exemple... Son projet d'électrification du continent africain. Vous l'avez dit projet, et vous avez dit également création de centres dans le Mali. Mais je me dis aujourd'hui, est-ce que cela répond aux besoins des Africains en matière d'attente de coopération avec les États-Unis? Je dis non. Et à côté de ça, quand vous voyez, il met plus l'accent sur la vulgarisation des valeurs que sur des besoins économiques des Africains. Or, ces valeurs-là, aujourd'hui, ne sont pas une priorité, encore une fois de plus, pour les Africains. Oui, Baba Dakono. Oui, mais bon, il faut quand même rendre un peu justice à cette visite de Barack Obama, en rappelant que oui, le projet d'énergie solaire a été, ce n'est plus un projet, c'est presque concrétisé avec voilà, une entreprise en Éthiopie qui va d'ailleurs commencer. Et il y a beaucoup de milliards qui sont annoncés. Et Barack Obama n'est pas venu seul. Il n'est pas venu seul. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec beaucoup d'investisseurs américains qui ont pris des contacts, et que ce soit au Kenya ou que ce soit en Éthiopie. Mais bon, on ne va pas changer les choses. Hein. Il y a une phrase qui dit que la politique américaine, le chef de l'État peut changer, mais la politique reste approximativement la même. Nous sommes dans un État capitaliste. C'est d'abord... Barack Obama n'est pas le président de l'Afrique. Il est d'abord et avant tout le président des États-Unis d'Amérique. Donc il va défendre les intérêts américains, les intérêts qui sont essentiellement ce qui les permet de rester puissants, qui sont des intérêts économiques. Mais comment intégrer l'Afrique dans ça? C'est là toute la question. Et ça ne peut venir que de l'Afrique. Ce que tu proposes ne peut pas venir de Barack Obama. Ce qu'il dit, c'est que nous, on ne soutient pas telle position, telle politique, quand cette politique ne repose pas sur certains principes comme la démocratie. Mais le principal moteur du développement de l'Afrique, il ne faut pas se leurrer, ça ne peut venir que de l'Afrique. Ces gens ne nous voient pas, par exemple, quand ils nous disent croissance, ils ne voient que la croissance démographique, parce qu'on devient le marché de consommateurs. Personne ne va nous aider à être ce marché de producteurs qui peut promouvoir le développement. Écoutez, deux choses. Rapidement. Lorsque Barack Obama reconnaît que l'Afrique a de l'avenir, c'est compte tenu de sa croissance d'abord. Et pas que de la croissance démographique, mais macroéconomique. Donc de la croissance économique. Oui. Et comment les États-Unis peuvent participer, peuvent puiser du moins dans cette croissance économique pour anéantir un peu l'élan des partenaires comme la Chine. C'est cela la question fondamentale qu'ils sont en train de se poser. Et ce n'est pas qu'à nous, en tant qu'Africains, de réfléchir à cela. Ça doit se faire dans un partenariat gagnant-gagnant. Mais à l'entendre parler, c'est comme si on vient et on nous dit ce qu'eux, ils veulent qu'on le fasse. Ce n'est pas ça un partenariat. Et c'est cela qui doit changer d'abord, avant même de parler du fond du partenariat. Mais tu ne peux pas reprocher au président américain de ne pas penser à ça. Tu reprocheras à nos dirigeants de ne pas avoir cette vision. Tout à fait, mais Alexis, pourquoi est-ce que les Africains ont tendance, les dirigeants africains, ils ont trop d'attentes. Quand Obama se déplace en Afrique, on pense que c'est un miraculé. D'un coup de bâton magique, il va tout transformer en Afrique. Il y a cet aspect qui n'a pas encore évolué. Si vous voyez d'abord nos chefs d'État, effectivement, on a tendance à toujours mettre nos mots, nos problèmes sur le FMI, sur les États-Unis, sur la France, sans être capable de réfléchir de façon endogène notre développement et notre stratégie. Même souvent cette croissance dont on parle est souvent plus mécanique que le fait des dirigeants, qu'une politique pensée est mise en œuvre. Donc, c'est vrai, c'est une sorte d'exutoire pour nos chefs d'État de pouvoir dire, voilà, si les Américains font ça, nous pourrons, ou de jouer à la victimisation. Mais c'est vraiment un déficit de chez nous-mêmes. Moi, je pense qu'il faut simplement que les gens se mettent en tête que Obama, il est américain.
il représente les intérêts américains. Lorsqu'il vient en Afrique, c'est pas pour donner des sacs de dollars, mais pour des partenariats gagnant-gagnant, je pense. Mais et l'autre piège, oui, justement, le partenariat n'est pas gagnant-gagnant à l'état actuel des choses. C'est ce qu'il faut avoir le courage de dire. Et l'autre piège, c'est pas parce que les Américains tiennent beaucoup à la démocratie que le capital c'est un peu heureux, il paie pas l'argent, il ne paie pas les lois, il y a l'insécurité. Mais ils tiennent pas la démocratie, ils tiennent pas la démocratie, c'est ce que je dis, ils tiennent au business. Quand les conditions sont réunies, les États-Unis commercent avec l'Arabie Saoudite, les États-Unis commercent avec les lieux où c'est ce que je veux dire, mais le piège même chez nous. Attendez, Alexis, allez-y, continuez. Le piège, là où nous-mêmes on fait du suivisme, c'est de dire l'Afrique. L'Afrique n'est pas un État, n'est pas une entité homogène. Donc, il ne faut pas qu'on accepte d'entrer dans ce moule-là où on confond tout. Voilà. Oui, Baba Dakono, allez-y. Non, revenir un peu sur peut-être la question de la croissance, juste en quelques mots, pour rappeler quand même que oui, c'est vrai, la Banque mondiale et tout ça. Et quand on parle de croissance, il faut qu'on soit d'accord sur de quelle croissance on parle, parce que généralement ils parlent de croissance macroéconomique et on parle par exemple des champions de la croissance qui sont qui parlent aujourd'hui de croissance à 2 chiffres, alors que au niveau des populations ça ne se ressent pas du tout. Donc la croissance va dans quel sens également, il faut l'interroger. Et pour revenir à la question de la démocratie, je suis d'accord quand Alexis dit que c'est le moment et le temps qui est choisi quand même par les Américains, parce que même l'Éthiopie, on est d'accord qu'aujourd'hui l'Éthiopie, la capitale, elle est très belle. Ils sont en avance par rapport à beaucoup de choses, mais bon, c'est pas un exemple de démocratie quand même. Les dernières élections législatives en Éthiopie viennent de le prouver. Donc, il faut vraiment aussi s'interroger sur l'objectivité de ce critère de démocratie. Non, la démocratie, elle est fonction des intérêts. Ouais. Lorsqu'on va en Éthiopie avec un régime qui gagne les élections avec des scores soviétiques, je me pose la question, quel est le critère de démocratie? Et que les démocraties, on n'en parle pas en Éthiopie de façon très claire et de façon ferme, mais on en parle quand même au Kenya et à l'Union africaine. Donc c'est un peu de la réelle politique, c'est en fonction des intérêts des États-Unis qui fonctionnent. Obama a également évoqué lors de sa tournée, il a donné l'ordre aux belligérants sud-soudanais de trouver un accord dans les prochaines semaines. Bientôt une semaine, rien n'a été fait. Est-ce qu'on peut penser, Alexis, que Obama, principal allié du Soudan du Sud, peut faire pression effectivement sur Salva Kiir et Riek Machar? Mais non, justement, c'est dit, si c'était dans leur intention, la guerre n'aurait pas perduré jusqu'à ce moment. Ça perdure parce qu'ils ont intérêt à ce qu'il y ait une certaine chien-lit pour pouvoir avoir le pétrole à la limite à vil prix. C'est-à-dire, on actionne les mouvements belligérants pour pouvoir avoir la même mise sur les matières premières. C'est une théorie communiste, marxiste que Étienne défend actuellement. Mais malheureusement, ça se vérifie tout le temps. Ça se vérifie tout le temps. Ce qui veut dire qu'il faut y penser. Mais est-ce que cet appel aux Sud-Soudanais ne sont-ils pas comme un ultimatum? C'est un hypocrite en fait. C'est de l'hypocrisie, je veux dire. Parce que pour la simple raison que si les États-Unis et les puissances de façon générale avaient joué pleinement de leur influence au début de cette crise, on n'en serait pas là. Et certains analystes vont même jusqu'à dire que cette crise a été créée par justement ces puissances-là pour pouvoir tirer des profits, encore une fois de plus, des profits économiques. Et cela, aujourd'hui, rien ne peut prouver que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, dans le cas soudanais, en tout cas, vous avez vu, la crise a été entretenue, financée, subventionnée, au point qu'on est parvenu à ne pas trouver de solution et à diviser le Soudan. Maintenant, quand on a divisé, une partie non organisée, non développée a eu le pétrole, et du jour au lendemain, un conflit éclate entre les deux leaders et ça perdure. Alors que c'était facile à régler tout ça. C'est pas gratuit. Pas très facile. Moi, je pense que les questions de transition et les transferts de pouvoir et consorts n'ont pas été réglés en amont. C'est ce qui fait qu'on se retrouve dans cette situation. Mais non, facilement pas avec le Sud-Soudan et le... Ah, ok. Oui, parlant du Sud-Soudan, il a tenu une mini-réunion avec 2 chefs d'État
le Kényan et puis le Premier ministre éthiopien. Alors, pourquoi est-ce que les autres dirigeants africains ne sont-ils pas venus? Parce qu'ils considèrent que Barack Obama, en quelque sorte, violait un peu la charte de l'Union africaine, l'intangibilité des frontières en créant le Sud-Soudan. Il y a cet aspect. Il y a que le deuxième aspect que beaucoup ne sont pas innocents dans la situation du Sud-Soudan. Donc, c'est un peu comme le Zaïre. Il y a beaucoup qui ne veulent pas qu'il y ait une solution parce qu'ils en profitent. Exactement. Au sein de l'Union africaine, Bien il faut sûr. déjà qu'eux-mêmes arrivent à avoir une position claire, que tous les pays s'accordent sur l'objectif. C'est de matérialiser cette scission-là en créant toutes les conditions des deux côtés, ou est-ce qu'il faut arriver à regrouper ces deux États-là pour revenir à l'ancien Soudan, ce qui me paraît aujourd'hui dans le contexte actuel impossible. Mais il faut en tout cas que les États de l'Union africaine arrivent à avoir une position claire. Certains ont des intérêts et jouent sur cela. Avant de passer à autre chose, je pense, revenons sur l'identité africaine d'Obama, sa visite au Kenya. Quelque part, il a dit, si je m'appelle Hussein Obama, Barack Hussein Obama, ce n'est pas pour rien. Là, il revendique, oui, il a dit au Kenya, est-ce que là, il n'est pas en train de répéter, peut-on voir demain Obama, le premier président blanc du Kenya? Ce n'est pas impossible. Je pense qu'il y a eu beaucoup de théories là-dessus. Il y a eu beaucoup d'analyses qui ont abondé dans ce sens. Aucune loi américaine ne l'interdit. Effectivement, si un jour il se présentait... Parce qu'il est quand même populaire, non? Non, mais ce serait une valeur ajoutée pour le Kenya. Mais pour le moment, il pense et réfléchit en chef d'État américain. Oui, Baba Dakono. Non, je pense que le président Obama va certainement revenir au Kenya pour s'impliquer comme les anciens chefs d'État américains ont l'habitude de le faire à travers la création de fondations. Jimmy Carter l'avait fait avant lui, Bill Clinton aujourd'hui. Et en fait, les anciens présidents américains, il faut leur trouver une activité où ils s'investissent, humanitaire ou démocratie ou autre chose. Je pense qu'il prépare le terrain certainement pour une de ces activités qu'il envisagerait pour l'Afrique de l'Est, en particulier le Kenya. Mais de là à aller jusqu'à vouloir être président, je pense que ça fatigue tellement le président des États-Unis qu'il n'aura presque pas envie. Ça ne fait pas partie de ses objectifs. Il a toujours revendiqué ses racines africaines. Je pense que ça, c'est pas un objet de débat. Mais revenir être président, c'est une question qui ne se pose pas. C'est une question qui ne se pose pas. D'accord. Deuxième thème de ce débat, le front commun contre Boko Haram, Yaoundé, Abuja, enfin d'accord pour éradiquer la dangereuse secte islamiste. Une visite à Yaoundé du président nigérian Muhammadu Buhari et Paul Biya. Donc les deux chefs d'État se sont engagés à unir leurs forces pour en venir à bout de cette secte. Un engagement pris au sérieux par les deux hommes d'État et la communauté internationale. La question de sécurité tant transfrontalière que sur les terres camerounaises est au cœur de cette visite de travail du président Buhari au Cameroun. Les deux chefs d'État l'ont sans doute retourné ce jour à Yaoundé dans un échange de près de 90 minutes à huis clos. Le président Buhari arrive au Cameroun au lendemain d'une nouvelle forme d'attaque attribuée au groupe islamiste Boko Haram, des attentats suicides la semaine dernière à Maroua et en début de ce mois à Fotokol qui ont fait près de 100 morts. Il y a quelques heures, le village Afadé, pas loin de la frontière avec le Nigeria, a été incendié et plusieurs morts enregistrés. La stratégie commune contre l'ennemi Boko Haram, avec notamment l'entrée ou non en vigueur du droit de poursuite, est très entendue. Il n'y a pas que les questions sécuritaires qui lient les deux pays. Le Nigeria est l'un des partenaires économiques privilégiés du Cameroun, même si depuis le début des attaques de Boko Haram le long des 1400 km de frontières, les échanges économiques entre les deux pays ont baissé de plus de moitié. Alexis Kalambri, Muhammadu Buhari, Paul Biya, enfin mariés, un mariage de raison ou bien d'intérêt? Bon, beaucoup plus d'intérêt, en fait, poussé par la réalité du terrain. Boko Haram a prouvé sa capacité de nuisance au-delà des frontières. Le Nigeria, qui a supposé avoir une grande armée, a été constaté comme le maillon faible de la lutte, même si en même temps il a payé le plus lourd tribut et il abrite Boko Haram. Donc lui
arrivant avec des promesses de pouvoir lutter et depuis qu'il est là, il y a eu des attentats, on a vu plus de 100 morts et rien n'a été fait. Donc il était dans l'obligation d'aller effectivement vers ses voisins, de pouvoir remettre la confiance parce que cette confiance n'existait pas, de mettre la confiance et ensuite de pouvoir travailler à mettre un mécanisme pouvant fédérer les forces et lutter contre Boko Haram. Oussouf Yago, pourquoi est-ce que Boiry et Biya enfin d'accord alors qu'en 1984, quand Paul Biya avait échappé à un coup d'État, il a tout de suite pensé à Boiry, qui à l'époque aussi était le chef de la junte militaire au Nigeria, et alors que Goodluck Jonathan, qui n'avait pratiquement rien avec lui, ils n'ont pas de bons rapports. Pourquoi? Comme Alexis l'a si bien dit, c'est en fonction de l'actualité que les deux hommes se mettent d'accord. Parce que, comme vous le disiez tout de suite, en 84-87, lorsqu'il y a eu les coups d'État, les présumés auteurs se sont réfugiés avec la bénédiction de Boiry au Nigeria. Donc, il y avait cette difficulté-là. Il a réservé sa première visite, je pense, en Allemagne. Après, il est allé au Tchad, au Niger, le Nigeria en dernière position. Il n'y avait pas de choix. Il faille que les États qui font face à cette force obscurantiste puissent se rassembler pour mieux coordonner leurs efforts et combattre le Boko Haram. Baba Dakono, le Cameroun s'est engagé à fournir 2000 hommes et puis le droit de poursuite à l'intérieur du territoire de deux pays est autorisé. Faut-il croire cette déclaration, les deux chefs d'État? Mais ça a été le véritable problème sous le régime de Goodluck Jonathan. Moi, je ne suis pas aussi optimiste que vous sur la question du droit de poursuite. On a passé en revue le communiqué et ça n'apparaît pas. En tout cas, ça n'apparaît pas clairement. Et je me dis qu'une question aussi importante, si elle avait été accordée, aurait quand même apparu clairement dans le communiqué. Mais bon, par ailleurs, c'est que Boiry a compris quand même que la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la secte Boko Haram passe par beaucoup de choses et pas seulement sécuritaire. Parce qu'il faut quand même remonter aux origines de Boko Haram pour connaître que la gouvernance et les questions socio-économiques sont au cœur en fait de la naissance de ce groupe et doivent être également au cœur et ne doivent pas être occultés dans la lutte contre le terrorisme. Je crois que c'est ce que Boiry a compris et même dans le cadre de cette rencontre, beaucoup de questions étaient quand même économiques. La construction d'infrastructures transfrontalières entre les deux pays, la mise en place de comités de sécurité mixte entre les deux. En fait, ce n'était pas seulement la question sécuritaire qui est à l'ordre du jour et je pense que la lutte véritable contre le terrorisme passe par ces questions qui sont autant importantes que les questions sécuritaires. Mais on est quand même dessus que la question du droit de poursuite, en raison de tout ce que vous venez de dire et plus encore le conflit Bakassi et tout ça qui oppose les deux pays font que jusqu'à présent on n'est pas parvenu à cette solution qui peut donner un début de réponse par rapport à la lutte au plan sécuritaire. Étienne Fakaba. Je crois que c'est un mariage de bon sens, mais maintenant le mariage se fait sur des bases non solides. Il est clair que dans les prochains jours ça ne tiendra pas. Pour la simple raison que aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas une question, ce n'est pas une réponse avec les deux pays. Ça doit être une réponse sous-régionale parce que c'est une menace sous-régionale. Et aujourd'hui, la question de Boko Haram ne menace pas que ces deux pays-là. On l'a vu, ils ont frappé au Tchad et même au Niger dans un passé récent. Donc aujourd'hui, il faut que l'ensemble des États africains, à travers l'Union africaine et à travers les autres entités sous-régionales, arrive à mettre en place cette fameuse unité sous-régionale d'intervention pour évidemment enrayer cette question-là. Et autre chose qu'il faut ajouter impérativement, c'est que au-delà de la question sécuritaire, c'est des enjeux économiques qui vont être greffés à cela. Parce que les performances économiques de ces différents États vont être anéanties par justement la question de l'insécurité. Les investissements directs étrangers que ces pays pourront bénéficier ne pourront pas se faire dans ces conditions-là. Et dans le reportage, on l'a bien vu que les échanges commerciaux ont fortement diminué entre les deux pays, mais il faut encore une fois de plus régler les problèmes au niveau interne, régler la question de la gouvernance d'abord au Nigeria, parce que le Nigeria, c'est plus de 4 milliards dans le volet sécuritaire, mais sans résultat probant. Donc il faut arriver à... Mais il y a une urgence quand même. Et puis il y a un bon début. Si vous voyez le Niger, le Cameroun, le Bénin, le Tchad, le Nigeria,
sont parvenus à mettre en synergie une armée, chacun ayant fourni une force. Il y a un état-major unique commun. Il y a des patrouilles qui sont organisées ou qui vont être organisées ensemble. Maintenant, le défi va être la capacité de ravitaillement, de la circulation de l'information, de faire en sorte que ça soit uni et homogène, parce qu'effectivement, chaque fois qu'on a mis ensemble des armées, ça ne prend toujours pas. Donc, s'ils sont capables de travailler vraiment en synergie, ça peut aller. Et l'autre aspect qui est important, c'est de pouvoir régler cette question de droit de poursuite. Absolument. Parce que tant que ce n'est pas réglé et qu'on peut faire des exactions et se réfugier là, le temps que l'information arrive et qu'il y a des dysfonctionnements, ça peut encore perdurer. Baba Dakono, rapidement, et puis on revient à vous. Ouais, juste rappeler voilà, que je rejoins à moitié Alexis sur le fait que oui, c'est vrai la coopération, mais ce qui est envisagé jusque-là, parce qu'on n'a pas eu de suite par rapport à ce droit de poursuite, c'est l'échange au niveau stratégique, mais au niveau opérationnel, on va toujours être resté buté au fait qu'on arrive à un certain niveau où on ne peut plus avancer, parce qu'on n'a pas ce droit-là d'aller plus loin. Pour revenir un peu par rapport à ce que Etienne disait, oui, mais parce que le problème, c'est que les mécanismes existent, mais ont tous montré leurs limites. Et ce vers quoi on se dirige aujourd'hui, parce que depuis le début, à l'époque Goodluck, on n'était pas d'accord sur... L'objectif, c'était de contrer la menace pour qu'elle ne sorte pas, elle soit limitée au Nigeria, parce que le Nigeria n'était pas disposé à avoir les autres choses. Donc, tant que ce chemin n'a pas évolué, les mécanismes existent. Dans l'architecture africaine de paix et de sécurité, on a tous ces mécanismes, c'est prévu, mais le principal problème des Africains, le financement. Tant qu'on va toujours aller aux États-Unis pour financer ces forces, tant qu'on va toujours attendre la France ou l'Union européenne pour financer ces mécanismes, on va rester au même point. Mais je pense que les 5 pays se sont engagés à également financièrement à soutenir le Au-delà de cet aspect, c'est important le financement, mais il y a déjà des choses qui sont faites. Si vous voyez le Niger, un État comme le Niger qui est vraiment en chantier, a beaucoup réussi, a beaucoup investi dans le domaine de la sécurité, de la lutte contre Boko Haram et de la lutte contre nos narcos et nos islamistes du Nord, et le Tchad également. Donc, je pense que les États concernés ont compris qu'il faut mettre les moyens pour lutter, parce que ça concerne tout le monde. Non, mais les États mettent les moyens. Vous l'avez rappelé, le Niger a mis les moyens, le Tchad a mis les moyens, le Nigeria, c'est la première puissance militaire quand même en Afrique. Mais cela n'a pas empêché la propagation justement de la secte Boko Haram. Ce qui veut dire que les réponses individuelles à cette question ont montré leurs limites, d'où il faut aller vers une solution collective. Financé par les Africains. Et c'est là où je dis que aujourd'hui, si chacun mettait ensemble, ne serait-ce que les 1/3 de ce qu'il dépense en matière de sécurité, ce problème, je crois qu'on aurait trouvé... Il y a aussi, il ne faut pas oublier la rivalité interne des États aussi, hein, parce que bon, on avait ce problème dans l'architecture africaine. S'ils ne se mettent pas d'accord. Non, mais il est plus facile que ces États aujourd'hui, là où on est, que ces États vont accepter de disparaître plutôt que ces rivalités, parce qu'on a vu avec la crise malienne, les rivalités d'abord au niveau entre le niveau régional et le niveau africain, CEDEAO, Union africaine. Ensuite, après, quand il s'est agi, l'ONU rentre en jeu, quand il s'est agi de la question de la subsidiarité. Donc, en fait, il y a toujours ces rivalités Nigeria, Afrique du Sud, autres pays qui, chaque fois qu'on arrive vers une solution, les rivalités deviennent plus fortes, en fait, que la nécessité d'aller vers une solution commune. Maintenant, il y a cette fois-ci quand même le fait qu'on a pris en compte l'autre versant de la question, qui est de savoir comment ces gens se ravitaillent, comment ces gens parviennent à mobiliser l'argent, comment ils parviennent à faire circuler l'information, à planifier les attaques. Donc, je pense que cette fois-ci, on sent une volonté de prendre de façon globale la question, de manière à pouvoir mieux travailler, mieux circonscrire. Moi, je pense que... Monsieur Yago, comment expliquer que malgré que les deux chefs d'État se soient rencontrés, il n'y ait pas véritablement un accord sur la poursuite à l'intérieur du territoire nigérien? Que craint Abuja finalement? En fait, le Niger veut garder sa notoriété de première puissance régionale en Afrique de l'Ouest et désormais première puissance devant l'Afrique du Sud, je pense. Mais Abuja a permis aux Tchadiens d'entrer. Mais ça va continuer.
Mais ça ne se dira pas, moi, à mon avis, hein, ça ne se dira pas de façon officielle, mais les droits de poursuite vont continuer parce que le Nigeria a du mal à circonscrire la menace. Il faut des échanges de renseignements, il faut une coopération au niveau sécuritaire. Aujourd'hui, le Tchad a porté un vrai coup à Boko Haram. Boko Haram n'arrive plus à tenir un territoire. Et mène des actions subversives. Nous sommes tombés carrément dans la guerre asymétrique aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenir la pression sur ce groupe-là, parce que plus le conflit dure, plus on aura du mal à circonscrire la menace. Donc il faut continuer sur le volet militaire, mais accompagner sur le plan de développement, sur la bonne gouvernance, sur les questions politiques, parce que le terrorisme ne se combat pas uniquement sur le plan militaire. D'accord, peut-on s'attendre à un voyage du président Paul Biya à Abuja, lui qui ne sera jamais dans cette... Non, peut-être que difficilement... C'est les autres qui viennent chez lui. Non, difficilement pour deux raisons. Comme vous l'avez dit, c'est pas monsieur qui voyage beaucoup, mais ensuite, il y a une forte rivalité et il a des ressentiments personnels qui font que ça va prendre difficilement, mais on le verra difficilement faire plus que ce qu'il a déjà fait. Au Burundi, revirement de l'opposition, son chef Agathon Rwasa devient le premier vice-président de l'Assemblée nationale grâce à la bénédiction de la majorité présidentielle. Déception du côté de l'opposition qui lui reproche cet acte. Alexis Kalambri, est-ce une surprise? Oui. Non seulement c'est une surprise, mais c'est une grosse déception qui enlève à la limite des arguments à tout le monde et qui nous ramène, nous, Africains, dans nos proportions. Mais tous les ingrédients étaient réunis dès le départ. On le voit, il a accepté de participer à l'élection présidentielle, aux législatives. Est-ce qu'il n'a pas jeté les dés bien avant? Mais non, à la limite, il avait des arguments. Vous avez très souvent des gens qui sont contre la politique de la chaise vide. Donc, mieux vaut être là, se battre, perdre et pouvoir parler plutôt que de boycotter dès le départ. Ça, on pouvait comprendre. Mais accepter, alors qu'on ne représente rien du tout, alors qu'on n'est pas d'accord avec le système, accepter d'être premier vice-président de surcroît, disons, élu par ceux qu'on combat, ça ne se comprend pas, ça ne se justifie pas. Etienne Fakaba, est-ce que ce n'est pas l'hégémonie Hutu qui est en train de s'installer au Burundi? Parce qu'Agathon Rwasa et puis Nkurunziza sont tous issus de la rébellion Hutu. En tout cas, c'est extrêmement dangereux que les gens puissent même faire ces liens, ce sentiment d'ethnicisme qui est en train de se créer. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Et moi, je crois qu'il est aujourd'hui facile de dire qu'il a trahi le peuple burundais et que c'est quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance et que c'est un opportuniste qui aujourd'hui, sentant le vent tourner autour de lui, s'est accroché au pouvoir et au risque de se mettre à dos une grande majorité en tout cas de la population, ce qui présage qu'il ne deviendra jamais un président. Monsieur Yago, comme on le dit en politique souvent, il n'y a pas d'ingratitude, il n'y a pas de trahison. Il n'y a que les intérêts, mais c'est bien dommage qu'il... Après avoir soutenu nos manifestations qui a fait plus de 80 morts, voilà, on peut parler honnêtement de trahison. C'est dommage. Moi, ce que je ressens ici, c'est la même chose que je ressens quand je vois dans certains pays l'inflation des partis politiques. Ceci explique cela. Ça demande à suffisance que les partis n'ont pas d'idéologie, n'ont pas de vision. Ils n'ont que les intérêts du moment. On s'associe au président vainqueur ou on s'associe à ceux qui sont au pouvoir sans prendre en considération les intérêts du peuple. Je trouve que c'est dommage. Baba Dakono, peut-on aujourd'hui conférer à Pierre Nkurunziza le fait qu'il croit détenir son pouvoir de Dieu? Il a le ralliement aujourd'hui du chef de file de l'opposition. Il est allé aux élections contre vents et marées. Il a remporté la présidentielle.
C'est quand même extraordinaire la manière avec laquelle, et surtout la rapidité et la simplicité avec laquelle il est parvenu à renverser toute cette situation. Il y a 3 mois, il était pratiquement donné pour fini politiquement, d'où je rappelle à Etienne que le jamais n'existe pas en politique, tout dépend des circonstances qui font souvent... Non, je ne parle pas des élections, je parle je remonte bien loin, le coup d'État, la manifestation, l'opposition qui est là, il était hors du pays renversé, il revient, il reprend la situation, il parvient à organiser des élections quand même, il rallie au dernier moment à la surprise de tout le monde le chef de file de l'opposition. C'est quand même extraordinaire ce qu'il est parvenu à faire. Je ne dirais pas non plus que ce mariage, si on peut l'appeler ainsi, ira loin. Il faut quand même attendre les jours à venir pour voir ce qui va ressortir de cette union. Et on verra. Mais ce qui est dangereux, comme vous venez de le dire tout à l'heure, c'est le lien qu'on peut faire tout de suite ou tout au sein du gouvernement. C'est très dangereux parce que jusqu'à présent, on est quand même parvenu à contenir ce conflit au Burundi, si on peut l'appeler ainsi, au niveau purement politique. Il ne faut pas que ces aspects ethniques émergent parce que nul ne sait où est-ce que ça va amener. On a reproché à Nkurunziza également de ne pas avoir suffisamment recruté les Tutsis au sein de l'armée alors que les accords d'Arusha disent 50%. Oui, justement, vous voyez, quelque part, c'est une ça commence à émerger maintenant. Si on avait fait les choses telles qu'elles étaient prévues avec les élections de la transition, il s'en va un autre vient, on aurait pu quand même passer sous silence ces manquements qui étaient prévus. Si vous avez vu les conditions dans lesquelles on a pu arracher les accords d'Arusha, la difficulté, le temps, les va-et-vient qui ont conduit à avoir cette architecture fragile qui est remise en question aujourd'hui. Et ça fait que le Burundi n'est à l'abri de rien du tout. Si vous avez vu ça, les violences ont déjà commencé. On a vu des assassinats politiques qui ont déjà commencé. Donc, je pense qu'il y a une forte interpellation de l'Union africaine qui, jusque-là, pour moi, n'est pas allée à la limite de ses capacités. Donc, je pense qu'on ne doit pas laisser la situation en l'état, on ne doit pas accepter le fait accompli. Mais Etienne Fakaba, est-ce que le fait que la communauté internationale ait démissionné en laissant la place au président ougandais, qui n'est pas un nom fréquentable également, n'a pas poussé Agatha Rwasson vers le pessimisme en se disant non, mais il faut que je me rallie plutôt Agatha au président. avait une chance, c'était d'avoir une écrasante partie de la population avec lui. Aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas de compter sur l'Union africaine, qui, malgré ces élections, reconnaît quand même que les élections sont passées dans un climat apaisé, avec leurs discours habituels, ce qui est excessivement énervant. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est d'abord la volonté de ce peuple burundais de pouvoir se débarrasser de Nkurunziza. Et tous les signaux montrent que aujourd'hui, il est clair qu'il y a des risques d'implosion qui sont en cours. Et les putschistes ne sont pas loin non plus. Ils ont tenu une réunion à Addis Abeba ou à Nairobi. Voilà. Mais à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui? À un conflit ethnique, politique ou militaire? Au niveau du dialogue, moi, je ne me fais aucune illusion. Il n'y aura pas de dialogue possible. Les responsables peuvent décider entre eux de signer des accords, de se mettre d'accord sur des principes, mais au niveau du peuple qui, encore une fois de plus, est le souverain, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, c'est le départ de Nkurunziza et faire tout pour que Nkurunziza n'arrive pas à terme de ce mandat-là. Non, il y a le fait que oui. Non, il y a le fait que dans le cas des Grands Lacs, on a la crainte parce que on a déjà vu le génocide. Il y a on voit l'escalade, les assassinats, les disparitions qui ont commencé. Et il y a que le président Nkurunziza semble fermé parce que pour lui, il a atteint ses objectifs, il s'est fait réélire, la récréation est terminée. Donc, et en face, effectivement, les gens sont plus dans une logique maintenant de mouvement armé que de dialogue. Donc, la situation est grosse de beaucoup d'incertitudes. Il nous reste 2 minutes en chacun, 30 secondes. Est-ce que cette situation au Burundi ne va pas avoir d'effet de contagion dans la région des Grands Lacs quand on pense à
Kagame qui a obtenu le feu vert pour se représenter, Kabila qui est en train de chercher, mais aussi Denis Sassou Nguesso. Ils vont finalement se dire oui, il a pu organiser des élections contre vents et marées, il s'est maintenu. Nous pouvons. Premièrement, si ça passe pour lui, ça passera pour les autres. Deuxièmement, si on ne fait rien contre ça, on n'aura pas d'argument contre les autres. Et troisièmement, à la limite, il a marché sur le peuple pour asseoir son pouvoir. Si ça reste en l'état, ça veut dire que les autres auront le droit de le faire également. Moi, les mêmes causes produisant les mêmes effets, je pense qu'il en sera de même dans la région pour les autres présidents qui n'ont pas daigné réagir à la réélection contestée de M. Nkurunziza. Et c'est bien dommage pour l'Afrique. C'est bien dommage pour la démocratie africaine. Ok, surtout que Etienne me donne ces 30 secondes, ça me fait une minute. Non, en fait, ce qui se passe aujourd'hui en Burundi, je remonte de façon globale, et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire il y a peu de temps, ce qui s'est passé au Burkina doit interpeller tous les Africains. On était un moment dans un conflit où, s'il fallait savoir est-ce qu'un accord politique était supérieur à une constitution, donc c'est ça, en Afrique, on ne finit pas aujourd'hui de signer des accords politiques. Enfin, on signe les accords politiques à tout va. Donc ça nous interpelle aujourd'hui dans la signature de ces accords. Ça nous interpelle sur le fait qu'il faut mettre en place des mécanismes internes qui sont inviolables et qui deviennent le dernier mot face à tout différent qui va opposer les hommes politiques. Voilà. Etienne Fakaba pour le moment. Non, rapidement, moi je refuse de comparer le cas de ces pays-là au cas de Paul Kagame, parce que ce n'est absolument pas la même configuration, ce n'est pas la même situation. Mais ce qui est important à signaler, c'est que ces États, quoi qu'ils fassent, ils auront toujours le peuple devant eux, et donnez juste quelques mois à Nkurunziza et vous verrez. Voilà, c'est la fin de ces débats. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments à notre compagnie. Tout de suite, Djibril Amaïga pour Afrique Soir. À dimanche prochain.